Bonjour tout le monde, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Dans le cadre de la dernière capsule, on a parlé des différentes formes d'affirmation en psychologie, les différents types et ça veut dire les différents types de recherches qui existent, si on veut. Des affirmations de fréquence, des affirmations d'association ou corrélation ou relation, et des affirmations de causalité. Maintenant, dans le cadre de cette capsule-ci, nous allons parler des différentes formes de validité. Alors, la logique est simple. C'est que, imaginons que vous lisez une étude et que vous rendez compte que c'est une étude, je ne sais pas moi, qui est fondée sur une affirmation de corrélation, par exemple, ou bien de causalité, ou bien de fréquence. Comment pouvez-vous faire pour savoir si c'est une recherche qui est valide, si c'est une bonne recherche, dans le fond? Hein? Et donc, si c'est quelque chose que vous devriez retenir, ou si c'est juste une recherche que vous devriez oublier parce qu'elle est mal conduite. Quand on parle de la validité d'une recherche, il y en a différentes formes et il faut évaluer une recherche sous différents angles pour déterminer si c'est une bonne recherche. Et spécifiquement, je vais parler de 4 types de validité dans cette capsule. La validité de construit, la validité externe, la validité statistique et la validité interne. Je ne vais pas les définir tout de suite maintenant. Ce que je vais faire dans le cadre des prochaines minutes, c'est parler de ces différentes formes de validité-là dans le cadre d'études de fréquence, d'études d'association et éventuellement d'études de causalité. Et pendant que j'en parle, vous allez venir à comprendre qu'est-ce que c'est que ces différentes formes de validité. Alors, commençons ici. Imaginons que nous avons une affirmation de fréquence. Okay? On lit une recherche où il y a une affirmation de fréquence. Si on lit une recherche qui a une affirmation de fréquence, les 3 types de validité qu'on doit évaluer dans cette recherche-là sont la validité de construit, la validité externe et la validité statistique. Maintenant, vous allez voir, avec le temps, vous allez voir que ce que je viens de dire est vrai pour toutes les formes d'affirmation. Mais je commence avec une affirmation de fréquence ici. Donc, vous lisez, je ne sais pas, un article qui dit que tel pourcentage des adolescents font tel comportement, comme texter au volant, par exemple. Vous devez d'abord vous poser la question par rapport à la qualité de la validité de construit de l'étude. Okay? La validité de construit, ça revient à dire, vous vous souvenez, un construit, c'est comme un concept qu'on a inventé, comme par exemple le textage au volant, c'est un construit. Et donc, la validité de construit, c'est la qualité de l'opérationnalisation de la variable conceptuelle. Autrement dit, ça veut dire la variable conceptuelle qui intéressait les chercheurs, soit la tendance à texter au volant. Est-ce que cette variable-là a été bien opérationnalisée et donc bien mesurée par les chercheurs? Si oui, on dit que la recherche a une bonne validité de construit, sinon on dira qu'elle a une mauvaise validité de construit. Une chose à propos de la validité de construit, si une étude a une bonne validité de construit pour mesurer quelque chose, comme par exemple le texting au volant, cette mesure-là devrait avoir une certaine fidélité. Ça veut dire fidélité que si je vous mesure pour le texting au volant le lundi, puis je vous demande, avez-vous tendance à faire du texting au volant? Puis vous me dites quelque chose. Puis que je reviens mardi, puis que je vous redemande la même question. Puis que je reviens mercredi, puis je demande la même question. Votre réponse devrait être sensiblement la même, pas mal tout le temps. OK? Une mesure parfaitement fidèle, c'est par exemple, si je vous mets sur une balance, puis je mesure votre poids. OK? Si je vous mesure lundi à 10 h du matin, ensuite lundi après-midi, ensuite mardi à 10 h du matin, ensuite mardi après-midi. Bon, ça se peut qu'il y ait une toute petite variabilité, une petite variation de quelques
quelques grammes ou même une livre ou quelque chose comme ça, mais il n'y aura pas une énorme variation. On dirait donc que cette mesure-là est très fidèle. Donc, une étude qui a une bonne validité de construit, c'est une étude qui a bien opérationnalisé la variable conceptuelle à laquelle elle s'intéresse, et une variable conceptuelle qui a été bien opérationnalisée et bien mesurée en est une qui a un certain niveau de fidélité, qui offre une mesure qui est assez fidèle. Okay? Si la façon dont j'ai mesuré la tendance à faire du texting au volant, ça me donne une réponse complètement différente si je vous la pose lundi matin ou lundi après-midi, ben, il y a un problème avec ma mesure. Je ne peux pas imaginer que ça pourrait être, mais je ne sais pas. Peut-être la façon dont je vous pose la question ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, une bonne mesure, c'est une mesure fidèle. Et c'est aussi une mesure qui a différents niveaux, évidemment, au moins 2 niveaux, parce que c'est une variable, mais que ces différents niveaux-là reflètent de réelles différences au sein de la variable. Ça, c'est très important. Que notre mesure, elle va avoir différents niveaux, puis que ces différents niveaux-là reflètent de réelles différences au sein de la variable. Comme par exemple, si vous avez une mesure des symptômes dépressifs de quelqu'un, puis elle est, je ne sais pas moi, en 4 niveaux, par exemple, ou en 5 niveaux. Okay? De 1 à 5, 1 étant pas du tout dépressif, 5 étant extrêmement dépressif, par exemple. Ben, une bonne mesure de la dépression en serait une où ces niveaux-là ils concordent avec des vraies différences là, au niveau des symptômes dépressifs. Si vous avez une échelle de dépression en 55 niveaux, il y en a peut-être des niveaux qui sont de trop et pas nécessaires, par exemple. Donc, voyez-vous, donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inventer des échelles qui ont le moins de niveaux possible, mais le plus de niveaux possible pour concorder avec des vraies différences au sein de la variable, par exemple. Alors, tu sais, on peut s'imaginer avec le cas d'une étude de fréquence sur le texting au volant, on pourrait avoir différentes façons de mesurer ou d'opérationnaliser le texting au volant. On pourrait faire une mesure où on demande simplement aux gens de dire est-ce que vous avez tendance à texter au volant, oui ou non. Ou bien on pourrait s'asseoir à une intersection ou à un stop sur le trottoir et observer les conducteurs et voir quelle fréquence, de combien de fois dans une journée, sur le nombre de tous les conducteurs qu'on a vus, combien étaient au cellulaire dans leur voiture. Ou bien on pourrait aller plus compliqué même et mettre dans les voitures des participants et sur les cellulaires des participants un genre de petite, dans les voitures, un genre de petit compteur qui nous donne des données sur quand est-ce que la voiture a été utilisée, quand est-ce qu'elle était en marche. Et ensuite, on pourrait aller voir le compte cellulaire du participant puis voir s'il y avait des moments où il a utilisé son cellulaire pendant que la voiture était en marche. Je veux dire, il y a plein de différentes façons de mesurer la tendance à faire du texting au volant. Et certaines ont peut-être une meilleure validité que d'autres. Alors, c'est ça pour la validité de construit. Puis en passant, la même chose est vraie dans dans les 2 types d'affirmations là, qui restent, là, de relation et de fréquence. Dans les 2 types d'affirmations qui restent aussi, il est important de bien mesurer les choses et de se demander si une étude a une bonne validité de construit. Mais là, je parle juste de la validité du construit dans le cadre de l'affirmation de fréquence. Bon. Une autre forme de validité qu'on avait dit, c'est la validité externe. La validité externe, alors que la validité de construit, c'était en quelle mesure est-ce que l'étude a bien opérationnalisé et mesuré ce qu'elle souhaitait mesurer? Est-ce que la mesure était fidèle et est-ce qu'elle tenait compte des vraies différences dans la vraie vie par rapport à ce qu'elle comptait mesurer? La validité externe d'une étude, elle, s'intéresse à l'échantillon, aux participants, dans le fond. Et ce qu'elle demande, c'est est-ce que l'échantillon sur lequel l'étude a été menée était assez diversifié, assez large, pour que les résultats qu'on a trouvés soient généralisables premièrement à la population qui était visée, ou même à d'autres individus que ceux qui étaient dans l'étude, évidemment, ou à d'autres contextes que ceux qui étaient dans l'étude. Comme par exemple, votre étude qui suggère que X%
de votre échantillon disent disent texter au volant. Se poser des questions sur la validité externe, ça serait se demander: est-ce que l'étude a été assez bien menée? Est-ce que l'échantillon était assez bon pour qu'on puisse conclure que cette conclusion que X% de l'échantillon disait texter au volant, est-ce qu'on peut prendre ça comme voulant dire que X% de la population en général disent conduire au volant? Okay. Si on pense que oui, on dirait que l'étude a une bonne validité externe. Si on pense que non, on dirait qu'elle a une mauvaise validité externe. Et ça, on va revenir à ça quand on va parler des stratégies d'échantillonnage. Okay? Si on a un bon échantillon, on aura normalement de la bonne validité externe. Si on a un mauvais échantillon, on va avoir la mauvaise validité externe. Ce mot-là de généralisable que j'ai utilisé tantôt, la généralisabilité, okay? Ça veut dire, en gros, est-ce que les résultats qu'on trouve peuvent être appliqués à une population plus large que juste notre échantillon. Okay? Et cette généralisabilité peut être évaluée en notant comment les chercheurs ont choisi les participants et les participantes, en quelle mesure les participants et les participantes représentent la population visée. Si vous faites une étude sur le tabagisme chez les Canadiens et vous échantillonnez juste dans une ville, qu'est-ce qui arrive si c'est une ville où il y a beaucoup de tabagisme? Est-ce qu'on peut dire vraiment, puis vous trouvez que, je sais pas moi, 60% des gens que vous avez interviewés disent fumer? Est-ce qu'on peut vraiment généraliser ça à l'ensemble des Canadiens? Non, vous avez choisi une ville où il y a beaucoup de tabagistes. Donc, on dirait que votre étude a peut-être une mauvaise validité externe, mais si vous avez pris un échantillon plus large, avec X nombre de personnes dans chaque province et territoire, et vous avez échantillonné des gens de la ville, des gens de la campagne, des gens plus vieux, des gens plus âgés, des gens moins éduqués, des gens plus éduqués, tout ça. Et là, vous avez un genre de représentation du pays dans votre échantillon. Là, on pourrait dire que, et vous trouvez, je sais pas moi, que 15% rapportent fumer, là, on aurait plus confiance que le 15% que vous avez trouvé pourrait être généralisé à l'ensemble de la population. Okay? Donc, l'étude aurait une bonne validité externe. Alors, ayant parlé de la validité de construit, ce qui en gros veut dire est-ce que c'est bien mesuré, de la validité externe, ce qui veut dire est-ce que l'échantillon est bon, est-ce que les résultats qu'on trouve peuvent se généraliser à une population plus large que juste l'échantillon. On peut parler aussi de validité statistique dans le cadre d'une affirmation de fréquence et dans le cadre de toutes les autres affirmations aussi. L'idée, c'est que lorsque vous faites une recherche, vous utilisez un échantillon, vous avez beaucoup de données, et ces données-là, vous en faites un traitement à l'aide de méthodes statistiques. Et ces méthodes statistiques-là font ressortir des tendances, des indices statistiques qui vous donnent une idée globale des résultats. Vous pouvez poser des questions par rapport à l'étude, par rapport à sa validité statistique. Et la validité statistique, c'est en gros... est-ce que les analyses statistiques qui ont été utilisées sont valides? Est-ce qu'elles ont bien été utilisées? Et est-ce que les conclusions statistiques d'une étude sont bien rapportées, sont exactes et sont raisonnables, dans le fond? Okay. Autrement dit, les analyses statistiques utilisées sont-elles appropriées? Et en quelle mesure est-ce que ce qui est conclu par les statistiques supporte ou non l'affirmation de départ? Et on va voir que la question de la validité statistique, les enjeux spécifiques statistiques sur lesquels il faut se concentrer quand on évalue la validité statistique d'une recherche, dépend beaucoup du type d'affirmation qu'on fait. Pour une affirmation de fréquence, toutefois, un des affaires qu'il faut se souvenir, c'est que le but d'une étude de fréquence, c'est de rapporter l'ampleur d'un phénomène. Okay? Et par exemple, disons que c'est un pourcentage. X% de la de notre échantillon rapporte faire tel comportement. Donc, ça veut dire que X% de la population au complet ferait tel comportement. Okay?
Pour une affirmation de fréquence comme ça, il faut se souvenir que le chiffre obtenu, ce X%-là, là, c'est un estimé toujours. Et une bonne étude de fréquence tient compte du fait que ce qu'elle trouve, c'est un estimé, et met cet estimé-là à l'intérieur d'une marge d'erreur. Vous avez déjà vu ça en passant. Okay? Mon conséquent est écrit en anglais ici, là, désolé. Mais donc, une bonne étude de fréquence devrait offrir un intervalle de confiance pour leur estimer. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou vu ça. Tu sais, des fois, on va dire 41% des adolescents rapportent texter au volant. Et nos résultats impliquent une marge d'erreur de 2,6% 19 fois sur 20. Dans les sondages politiques, on entend souvent ça. Ça veut dire que on est 95% certain que le vrai chiffre, le vrai nombre d'adolescents qui rapportent texter au volant dans la population est quelque part entre 41% moins 2,6 ou plus 2,6%. Donc, on est 95% certain, 19 fois sur 20, ça veut dire 95% certain, qu'il y a quelque part entre, 38,4 et 43,6% des adolescents qui rapportent texter au volant. Donc, si une affirmation de fréquence, si une étude de fréquence vous donne juste un pourcentage sans le mettre dans une marge d'erreur comme ça, sans tenir compte de la marge d'erreur, sa validité statistique est assez faible. Pour que sa validité statistique soit forte, il faut qu'elle parle en termes d'intervalle de confiance. OK, alors à date, j'ai parlé, dans le cadre des affirmations de fréquence, j'ai parlé de la validité de construit, de la validité... pardon, je ne me souviens pas de l'autre. Voyons, la validité de construit, la validité externe, oui, et de la validité statistique. Maintenant, on va passer à l'affirmation d'association. Okay? Puis on va revoir ce que je viens juste de voir avec vous. Construit, externe et statistique. Okay? Parce que ces trois validités-là sont aussi les trois formes de validité qu'on doit explorer, qu'on doit essayer d'évaluer pour voir si c'est une bonne recherche d'association. Et vous avez une recherche qui suggère qu'il y a une relation entre telle variable et telle autre variable. Une relation positive, par exemple. Plus vous êtes fort sur la variable X, plus vous êtes fort sur la variable Y, par exemple. Je ne sais pas moi, plus vous regardez la télé, plus vous avez de culture générale. Ou plus vous lisez, plus vous êtes fort en termes de culture générale. Ou quelque chose comme ça. T'sais? Donc, il faut, lorsqu'on veut évaluer, c'est une bonne recherche d'association, mais il faut passer à travers les mêmes formes de validité que tantôt avec la recherche de fréquence. Donc, je ne vais pas nécessairement redéfinir les formes de validité, mais simplement les rementionner, si on veut. Donc, un truc qu'il faut comprendre, c'est que les affirmations d'association, alors que les affirmations de fréquence peuvent porter sur juste une variable, ou s'il y a plusieurs variables, on s'intéresse juste à chaque variable indépendamment l'une de l'autre, et pas à la relation. Dans le cadre d'une affirmation d'association, on a au minimum deux variables, et on s'intéresse à la relation entre ces deux variables. Donc, la validité de construit doit être analysée, examinée, évaluée pour chacune des variables. Si vous concluez qu'une des variables est bien opérationnalisée, mais que l'autre est opérationnalisée de manière problématique, vous devriez être critique des conclusions de l'étude. Même si les résultats de l'étude démontrent une relation forte entre les deux variables, le fait qu'une des variables est mal mesurée, selon vous, est un problème. Évidemment que c'est un problème. Mais si les deux variables semblent avoir été bien opérationnalisées, vous devriez avoir plus confiance qu'une association démontrée par les résultats est bel et bien réelle. Donc, la validité de construit est encore extrêmement importante pour les affirmations d'association, mais maintenant, c'est plus que juste une variable, c'est les deux ou plus variables qui doivent être bien opérationnalisées. Les affirmations d'association doivent aussi être, les études d'association doivent aussi être bien examinées en termes de leur validité externe, okay? Comme dans le cas de l'affirmation de fréquence.
Les résultats se généralisent-ils à d'autres populations, à d'autres contextes, à d'autres temps, à d'autres endroits? Si vous avez fait une belle étude corrélationnelle sur le lien entre je sais pas moi, la tendance à lire et la culture générale, et vous démontrez que les gens qui ont tendance à lire plus ont plus de connaissances générales, et donc vous concluez qu'il y a un lien, une relation entre la culture générale et les gens et le fait de bien lire, de lire beaucoup. Okay? C'est une affirmation d'association, donc vous ne concluez pas qu'il y en a une qui cause l'autre. Ça se peut, mais vous ne concluez pas ça à ce point-ci. Mais imaginons que vous avez juste fait cette étude-là, je sais pas moi, chez 15 personnes qui ont toutes des doctorats, par exemple, en littérature. Ben là, est-ce que votre conclusion se généraliserait à d'autres populations, comme les gens qui n'ont pas des doctorats? Ou des gens, disons que votre échantillon, il y avait tous 50 ans ou plus. Est-ce que ça se généraliserait à d'autres âges? Tu sais? Et vous avez tout fait ça à un certain moment dans le temps. Est-ce que ça s'appliquerait à un autre moment dans le temps? Tu sais, donc, il y a toute cette question de validité externe de l'étude qui est encore présente dans les affirmations d'association et qui fondamentalement est une question d'échantillon. Est-ce que ta stratégie d'échantillonnage, est-ce que qui tu as mis dans l'étude, comment tu es allé les chercher, est-ce que ça a été bien fait et fait à un niveau où les résultats sont généralisables? Okay? C'est exactement la même question que pour quand on en avait parlé pour les affirmations de fréquence. La validité statistique est aussi importante pour les affirmations d'association, comme elle l'était dans les affirmations de fréquence. Hein? Dans les affirmations de fréquence, on avait vu qu'un des aspects statistiques qu'une étude doit faire pour être une bonne étude, elle doit vous offrir une marge d'erreur. Okay? Ben, dans le cadre de des études d'association, la validité statistique passe par il y a différents enjeux qu'il faut tenir en compte. Un des enjeux, c'est la force de la corrélation. C'est-à-dire qu'une étude ne peut pas juste vous dire « Ah, il y a une corrélation entre les deux échantillons ». Ça ne serait pas assez. Une bonne étude doit vous donner la force de la corrélation. C'est quoi la force de la corrélation? On va voir plus tard qu'elle fait ça avec un indice statistique qui s'appelle R. Ben, il y en a différents types, là, mais le plus simple, c'est R pour l'instant. Et que ça va de moins 1 à plus 1 en passant par 0. Et plus c'est proche de 0, moins c'est fort. Plus c'est proche de moins 1 ou de plus 1, plus c'est fort, en termes de force de corrélation. Donc, certaines associations peuvent exister, mais être très fortes. Il y a une corrélation qui existe et qui est très forte entre la grandeur et la taille de souliers. Mais d'autres sont plus faibles. Il y a une corrélation qui existe, elle existe, mais elle est plus faible entre la grandeur et le revenu annuel, par exemple. Okay? Et donc, si une étude vous dit juste qu'il y a un lien, sans vous dire comment fort était ce lien, ben, c'est un problème. Et on dirait que l'étude a peu de validité statistique. Okay? Souvenez-vous que la corrélation forte, accent aigu à corrélation, désolé pour ça, donne un meilleur prédicteur. Et la faible donne un moins bon prédicteur. Donc, plus la corrélation est forte, moins il y aura d'erreurs au niveau de la prédiction si on veut utiliser la corrélation pour faire de la prédiction plus tard. Un autre point par rapport à l'association, un autre point de la validité statistique qui va au-delà de la force de la corrélation, c'est se demander si la corrélation ou l'association est statistiquement significative. On va reparler de ça. Mais l'idée, c'est que si vous allez au hasard, puis vous prenez des gens, puis vous les mesurez sur la variable A puis la variable B, okay? Puis vous faites ça plusieurs fois au hasard comme ça, il va y avoir un certain montant de fois où est-ce que vous allez trouver une corrélation entre la variable A et la variable B, alors qu'en réalité, dans la population, il n'y en a pas. Okay? La question de est-ce que la relation que vous avez trouvée est statistiquement significative, ça veut dire, en gros, c'est poser la question, comment certain on est que la relation qu'on vient de trouver entre les deux variables, elle n'est pas juste due au hasard comme ça.
Et on va reparler de ça aussi. C'est un peu complexe, on va reparler plus tard dans d'autres PowerPoint de ça. Donc, certaines corrélations que vous trouvez peuvent être obtenues par hasard, simplement à cause du type d'échantillon. En fait, si vous avez un échantillon vraiment grand, là, par exemple, vous faites une étude sur 50 000 personnes, OK? Et puis que vous prenez tout un paquet de variables chez ces 50 000 personnes-là. Puis là, vous les mesurez sur un paquet de variables. Puis là, vous voyez quelles variables sont corrélées avec quelle autre variable. Vous allez trouver un paquet de corrélations. Mais ces corrélations-là, elles sont juste présentes parce que vous avez tellement un énorme échantillon que ça fait ressortir les petits liens qui, dans la vraie vie, n'ont aucun rapport. Okay? Et donc, vous allez trouver des corrélations. Si vous avez un énorme échantillon, vous allez trouver des corrélations qui sont, si on veut, illusoires. Et la question de est-ce que c'est statistiquement significatif, c'est dans le fond la question de est-ce que c'est ce qu'on vient d'observer ici? Si on vient de trouver une corrélation, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est illusoire? Est-ce qu'elle est statistiquement significative ou non? Si la corrélation est statistiquement significative, ça indique qu'il y a peu de chances qu'elle soit causée par le hasard et qu'elle reflète vraiment une vraie relation entre les deux variables au niveau de la population. On va reparler beaucoup de ça. Vous en faites pas avec ça. Pour bien comprendre la validité statistique d'une affirmation d'association et aussi de fréquence, il va falloir que vous preniez un cours comme PSF 213, qui est un cours de statistique, okay, où on va voir exactement comment est-ce qu'on fait pour mesurer si la corrélation qu'on vient de trouver, elle est réelle ou illusoire, si on peut y faire confiance ou si on ne devrait pas y faire confiance. Mais pour l'instant, il est bon de savoir qu'il y a deux erreurs qu'on peut faire. Disons qu'on fait une étude corrélationnelle, il y a deux manières qu'on peut se tromper. La manière de type 1, l'erreur de type 1, qu'on appelle aussi l'erreur alpha ou le faux positif, c'est imaginer que vous prenez un échantillon, vous les mesurez sur la variable A et vous les mesurez sur la variable B, et vous concluez qu'il y a une corrélation entre les deux variables avec votre échantillon, alors qu'en réalité, dans la population d'où vient cet échantillon-là, il n'y a pas de corrélation entre les deux variables. Ça, c'est une erreur de type 1. Okay? C'est trouver qu'il y a une relation entre deux variables dans notre échantillon, alors que finalement, dans la population d'où vient notre échantillon, il n'y a pas de corrélation. Et l'erreur de type 2, c'est l'inverse. L'erreur de type 2 ou l'erreur bêta ou l'erreur faux négatif, c'est l'inverse. Vous prenez un échantillon, vous les mesurez sur A, vous les mesurez sur B, puis vous concluez qu'il n'y a aucune relation entre la variable A et la variable B dans votre échantillon. Puis là, vous dites donc qu'il n'y a aucune corrélation au niveau de la population d'où vient mon échantillon, mais ça serait faux. Il y aurait vraiment une corrélation entre A et B au niveau de la population d'où vient votre échantillon, mais pour une raison ou une autre, dans votre échantillon, vous ne la trouvez pas. Et donc ça, c'est deux erreurs possibles qu'on peut faire. Et on va revoir tout ça. Ben, en fait, vous allez surtout voir ça en PSF 213 si vous le prenez. Et je pense que les chances sont très bonnes que vous allez le prendre. Alors, dans le cadre de la prochaine capsule, je vais reparler de toutes ces formes de validité-là, mais dans le contexte d'une affirmation de causalité. Et on va voir une quatrième forme de validité qui ne s'applique uniquement qu'à l'affirmation de causalité, qui est la validité interne. Okay? À plus tard.